Nous parlons souvent de la crise, c'est même quelque chose dont on parle toute la journée, euh, comme une menace, comme une atmosphère. Et il est important de voir que la crise, celle qu'on évoque, la crise économique, de mon point de vue, n'est pas vraiment le centre de ce qu'on peut appeler vraiment la crise qui aujourd'hui subit l'Occident. La vraie crise est une crise de culture, est une crise de civilisation, est une crise anthropologique. N'est pas une crise simplement de l'économie, des modes de production. On pourrait même dire que la crise économique est un effet de surface périphérique ou bien le mode dans lequel la plupart des gens vivent une crise qui est beaucoup plus importante. Cette crise, l'autre, la beaucoup plus importante de celle qui est une crise anthropologique, elle regarde vraiment la base matérielle même, objective de notre culture. Par base objective matérielle, je veux dire que souvent quand on pense à la crise, on se dit une crise implique un changement des modes de pensée, il faut voir le monde d'une autre façon. C'est comme si quelqu'un disait il faut changer la cartographie, par exemple, parce qu'on navigue avec des cartes périmées. Or, la vérité, c'est ce qu'on essaiera de montrer un tout petit peu pour comprendre aussi là-dedans comment agir. La vérité est que la crise que nous vivons est une crise non pas de la cartographie, c'est-à-dire de la modélisation, mais vraiment une crise qui regarde un changement du territoire même, c'est-à-dire le monde dans sa matérialité, dans son objectivité, l'homme, les hommes, les paysages, l'environnement, a changé, est arrivé à un point dans lequel effectivement ces changements fait une rupture avec le monde d'avant. Donc l'hypothèse est que notre monde vraiment est en train de subir un changement qui nous laisse donc non pas avec une bonne cartographie pour les lire, mais avec une difficulté pour bouger, pour agir là-dedans. Parce que tout a changé. Alors, de ce point de vue-là, effectivement, les points principaux qu'on peut évoquer de la crise, de la rupture, est que la fin de la modernité, celle qu'on appelle la postmodernité, est la fin de cette époque dans laquelle l'homme, en devenant son propre messie, s'était fait à lui-même la promesse d'un monde parfait, d'un monde de justice, etc., etc. Cette promesse-là, bien entendu, pas seulement elle n'a pas tenu, mais elle s'est transformée en très peu de temps dans son contraire, la menace. C'est pourquoi l'état général, l'atmosphère générale de cette crise, elle est une atmosphère de peur. C'est-à-dire qu'on vit sous la menace. On vit sous la menace. Demain allait être mieux, voire beaucoup mieux. Or aujourd'hui, nous disons demain va être pire, voire beaucoup pire. Dans cette atmosphère-là de crainte, d'obscurité, de difficultés à se repérer, eh bien là-dedans, effectivement, nous vivons un des effets principaux de la crise, peut-être celui qui est le plus délétère, qui est la rupture de tout lien. Du lien social, c'est-à-dire les liens entre les personnes, entre les groupes, les liens intrafamiliales, les liens avec l'environnement, mais aussi, et peut-être surtout, les liens entre les générations. C'est-à-dire que l'individualisme régnant, l'individualisme comme ça d'une société sérialisée, avec des individus séparés entre eux, cette société-là est une société dans laquelle la seule chose qui compte, c'est les individus qui vivent aujourd'hui. C'est un tout petit peu ce que disait Madame Thatcher quand elle disait la société n'existe pas, ce qui existe, ce sont des individus. Si ce qui existe, ce sont des individus, pour l'individu, la seule chose qui compte, c'est lui. Lui et ses proches, dans la mesure où ses proches le gratifient, le soient utiles. Ceci met en danger la question de la transmission vers les générations futures, la responsabilité par rapport au monde, parce qu'effectivement, l'homme d'aujourd'hui, l'individu d'aujourd'hui, a beaucoup du mal à se projeter dans le futur, non pas comme quelque chose d'abstrait. De ce point de vue-là, oui, on pense le futur comme quelque chose d'abstrait, mais le futur comme quelque chose de très concret, c'est-à-dire
comment se manifeste ici et maintenant la protection de la transmission. Et là-dessus, effectivement, tout se passe comme si notre espèce, l'espèce humaine, qui est biologique et culturelle, bien entendu, notre espèce avait fait un choix, vraiment un choix particulier, choix dans le sens d'une bifurcation évolutive, non pas un choix conscient, qui est le choix des priorités, en particulier ou seulement les individus aujourd'hui vivants de l'espèce, c'est-à-dire qu'on va prioriser la synchronie en dépit de la diachronie. C'est-à-dire que les individus de notre espèce, nous considérons que le plus important, c'est que nous soyons vivants. Donc on parle des taux de modification, l'homme augmenté, l'homme amélioré, de vivre un siècle, des siècles, etc. Sans du tout penser, ne serait-ce que la dépense d'énergie, de matières premières que ceci signifie par rapport à l'avenir qui est du coup mis en danger. Alors, la crise, cette crise anthropologique profonde ne peut pas être nommée avec un ou deux éléments, mais il y a quelques axes importants. Un des axes importants de cette crise, un peu phénoménologique, un peu structurel, est que la modernité s'est fondée sur cette disons, croyance, cette foi dans le fait qu'on allait pouvoir tout connaître, tout maîtriser. Pour la modernité est rationnel seulement l'analytiquement prévisible, donc on allait tout prévoir. La rupture de la modernité, la rupture du socle épistémologique de la modernité, passe par l'éruption comme ça brutale et catastrophique de la complexité. La complexité veut dire qu'effectivement, il y a du non représentable, que les processus ne sont pas linéaires, qu'à tout processus dans un sens va correspondre des processus dans les sens contraires, que les effets et les causes ne sont pas symétriques. Bref, cette complexité-là, entre autres, a sonné l'éclat à l'idée de l'homme de la modernité comme l'homme kantien ou cartésien, l'homme de la rationalité. De ce point de vue-là, il est vrai que pour revenir un tout petit peu à la crise économique, celle qui est peut-être la plus évidente, la plus immédiate pour l'homme de tous les jours, ou l'homme de la rue comme on dit, et bien par rapport à ça, c'est vrai que le néolibéralisme et le libéralisme, là-dessus, il a une très grande longueur d'avance par rapport à la gauche, aux démocrates, aux gens qui pensent en termes de solidarité, de coopérative. C'est que le néolibéralisme a compris très très bien, et ça ne le dérange absolument pas, que l'homme n'est pas un animal rationnel. C'est-à-dire que l'homme était aussi rationnel, mais que les moteurs qui faisaient bouger l'homme étaient surtout des moteurs désirants, irrationnels, pulsionnels. Donc le néolibéralisme a compris ça, et ça lui a donné une très grande longueur d'avance par rapport à la pensée progressiste, de gauche, coopérative, qui a gardé au cœur du dispositif le modèle d'un homme qui pouvait devenir absolument rationnel, tout à fait rationnel. Donc de ce point de vue-là, nous devons essayer d'analyser la crise comme ces moments dans lesquels, d'une part, il y a les changements objectifs et concrets de notre monde, et d'autre part, il y a le retard déjà à comprendre une complexité qui quand même est là depuis un certain temps, par rapport à laquelle nous avons vraiment des difficultés à comprendre comment agir là-dedans, et si ne serait-ce que la solidarité, la fraternité, la responsabilité envers les autres, etc., n'est pas simplement quelque chose de tout à fait imaginaire. Oui, en effet, si nous voulons essayer de comprendre ces changements dans cette bifurcation qui a pris notre espèce, l'espèce humaine, je précise, non, quand je parle d'espèce humaine, je ne parle pas que biologiquement, je parle de l'humain dans ce mélange insécable entre culture, biologique, etc.
Si nous voulons comprendre ça, il faut bien comprendre que la postmodernité occidentale est cette culture, donc, comme je disais tout à l'heure, qui va choisir ce qu'on appelle les synchroniques, c'est-à-dire les êtres humains aujourd'hui vivants, parce que les liens sont effectivement cassés. Or, imaginons qu'est-ce que ça signifie pour une espèce de donner de l'importance seulement, la priorité absolue presque, aux êtres humains aujourd'hui vivants. Dans la recherche médicale aujourd'hui, par exemple, on se plaît à promettre aux gens, en Occident surtout, qu'on pourra vivre un siècle, 2 siècles, bon un siècle c'est fait, mais 2 siècles, 3 siècles, qu'on pourra, grâce au génie génétique, bon, je sais pas, aux nanotechnologies, tout ça, on pourra effectivement faire que les gens vivent très 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 longtemps. Alors, la question est la suivante. Nous nous posons souvent en éthologie, en psychologie animale, souvent on se pose la question, c'est une question classique, de se dire la fourmi c'est quoi? La fourmi c'est chaque fourmi ou la fourmi c'est la fourmilière? Effectivement la réponse est tous les deux, parce que la fourmi n'est pas pensable sans la fourmilière et la fourmilière sans les fourmis. Pour toute espèce est la même chose. Et c'est là où nous pouvons comprendre un tout petit peu la difficulté dans laquelle l'humanité s'est mise depuis un certain temps avec ce déploiement comme ça énorme de la technologie, qui est de faire un choix entre l'espèce, dans les caractères de continuité, et les individus vivants. Et les choix étaient des individus vivants. Alors, effectivement, de ce point de vue-là, l'épuisement des matières premières, l'utilisation folle d'énergie qui exigera qu'une partie, dans tous les cas, des humains aujourd'hui vivants vivent très très longtemps, met en danger la postérité. Cette mise en danger de la postérité est une des preuves de la non-organicité de la culture humaine, de l'Occident. C'est-à-dire que l'Occident, du coup, se vit et agit comme si c'était un agrégat d'individus. Alors, quand nous pensons au mouvement coopératif, au mouvement de solidarité, les pratiques de solidarité concrètes, eh bien, nous voyons que la différence entre la solidarité et l'action néolibérale, comme ça, d'une société d'agrégats d'individus, ben, la différence est une différence de puissance énorme. Parce que le choix de tout consommer, tout ce qu'on puisse consommer, on va le consommer aujourd'hui, est un choix suicidaire. Et c'est là où on voit que les mouvements coopératifs, les embryons de solidarité qui existent un peu partout ici et là, sont effectivement les seuls embryons, les seuls projets organiques de résistance à ce choix de la sérialisation. De ce point de vue-là, dans les projets de solidarité coopérative ou autres, l'avenir donc n'est pas simplement quelque chose d'abstrait dans lequel on doit penser pour penser à l'avenir, on doit faire un effort de conscience. Dans tout dispositif organique, la transmission est fondamentale pour garder les vivants. C'est-à-dire que pour un organisme comme la COP, effectivement, l'idée c'est que penser ou s'organiser en tenant compte de l'avenir, eh bien, est un besoin aujourd'hui. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il va s'adresser à un autre modèle d'être humain que le modèle néolibéral. Si le modèle néolibéral est le modèle donc de cet individu qui dit après moi les déluges, la COP ne s'adresse pas à ces modèles-là. Il s'adresse à un autre modèle qui doit être conçu comme un modèle plus complexe, le modèle organique dans lequel effectivement on essaye de satisfaire des besoins beaucoup plus subtils, beaucoup plus complexes, qui sont autour de la question des liens. Alors le pari, effectivement, est un pari anthropologique,
C'est-à-dire on dit, soit on croit vraiment que l'homme est cet individu se réalisé de surface qui veut consommer pour son plaisir, soit on se dit pas du tout, chez l'homme, même en souffrance, même de façon écrasée, existent ces liens-là comme quelque chose d'organique, de fondamental, d'ontologique, et nous avons tout à fait intérêt à nous adresser à ce modèle-là d'homme beaucoup plus complexe, qui consomme autrement, qui a un rapport différent avec l'environnement, avec sa vie, avec la transmission, parce que c'est en s'adressant à cet homme-là, et non pas en voulant rivaliser avec les entreprises néolibérales, c'est en s'adressant à cet homme-là beaucoup plus complexe, l'homme des liens, que les projets coopératifs qu'aujourd'hui apparaissent comme des projets de losers, des petits projets, des projets gentils, eh bien ces projets-là seront les seuls qui pourront traverser les désastres consuméristes de la société actuelle. Et ça, c'est quand même quelque chose que dans des dispositifs, dans des appareils comme la COP, dans des organismes comme la COP, ceci existe, mais peut-être existe de façon pas suffisamment réfléchie. Dans tous les cas, je sais que dans les expériences coopératives, solidaires, etc., en Amérique latine, le caractère organique de dire on ne s'adresse pas au même modèle, et du coup, donc, on ne développe pas les mêmes modèles, on développe un modèle en résistance. Souvent, ce n'est pas assez réfléchi. Souvent, on tombe dans les pièges de dire regardez, les entreprises néolibérales sont très efficaces, ils obtiennent des bénéfices, mais l'idée d'efficacité immédiate n'a rien à voir avec l'idée de légitimité d'une action. Légitimité pas morale, légitimité, comme je disais tout à l'heure, légitimité structurale, ontologique, anthropologique profonde, n'est-ce pas? Donc, que le néolibéralisme puisse développer des pratiques très très efficaces, des ventes, d'achats, d'enrichissement, n'est la preuve de rien d'autre que de la voie sans issue et suicidaire dans laquelle elle se met. C'est pourquoi, effectivement, il faut faire très attention de ne pas avoir le même maître d'évaluation, la même grille d'évaluation pour évaluer quelque chose qui vise au développement organique de la société à quelque chose qui vise une efficacité immédiate et qui est suicidaire. Or, encore un point d'un point de vue anthropologique qui est très important, parmi les changements, les mutations évolutionnaires, nous sommes en train de vivre vraiment une mutation dans l'évolution générale des espèces à travers les changements de l'espèce humaine. Il faut comprendre que l'espèce humaine, elle est aujourd'hui absolument capturée, mais radicalement capturée dans l'immédiateté. Tout est immédiat, tout est immédiat. Et vous imaginez une espèce qui normalement prenait un temps pour communiquer entre les différents membres de l'espèce, entre les différents groupes de l'espèce, il y avait un temps pour communiquer. Cette espèce-là, depuis très très peu de temps, depuis 20 ans, 15 ans, est une espèce que, la nôtre bien sûr, qui est en communication permanente. Tous les membres de l'espèce aujourd'hui vivants sont en communication permanente. Cette communication permanente crée un monde de l'immédiateté permanente. Ce monde de l'immédiateté permanente est le monde de la marchandise néolibérale, et le monde de la marchandise poubelle, et le monde de la bouffe poubelle, de l'agriculture poubelle, de l'urbanisme poubelle. Donc ce monde-là de l'immédiat est le monde d'un piège. Toute alternative solidaire, toute alternative coopérative doit absolument se protéger par rapport à l'immédiateté, parce que cette immédiateté, qui effectivement aujourd'hui brille comme ça, est la base de la autodestruction. Donc de ce point de vue-là, il y a beaucoup à réfléchir et vraiment des distances à prendre par rapport à ces pièges dans lesquels la société néolibérale nous a mis. Bien, il est vrai que les dernières 2 décennies au moins
nous vivons dans un monde qu'on appelle de façon bizarre monde globalisé, monde unique, monde sans frontières, bon, tous ces slogans un peu publicitaires du néolibéralisme qui nous font croire, et pour cause, qu'il y a un seul modèle de société, un seul modèle d'homme, un seul modèle d'économie. Ces modèles-là, qui apparaît comme une sorte de modèle comme ça, presque naturalisé, c'est-à-dire c'est la nature même qui s'exprime comme ça, hein, on ne peut pas les nier, c'est le modèle de l'homme, comme je disais tout à l'heure, le modèle de l'homme sans lien. Hein. Ce qui existe, ce sont des hommes, tous séparés les uns des autres, y compris séparés de nos enfants, de nos parents, etc., et de l'environnement. Ces modèles d'hommes sans lien, qui apparaît comme une sorte de constatation, une évidence de l'immédiat, à voir effectivement avec ces mondes-là qui, par des changements techniques, technico-scientifiques, créent une réalité d'un immédiat permanent qui masque le passé, l'avenir et la complexité de la réalité actuelle. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre quand même que quand je disais ce qui est changé est les territoires et non pas la cartographie, c'est-à-dire que ce n'est pas la façon de voir le monde qui est changé et les mondes qui ont changé, c'est parce que notre monde est devenu un monde de l'immédiat total qui éclipse le passé, l'avenir et toutes les dimensions subtiles des liens qui tissent la réalité, l'homme, la société, l'environnement. Alors donc, de ce point de vue-là, effectivement, nous pouvons dire que ce modèle est un modèle de dispersion, est un modèle agrégatif, est un modèle, comme je disais tout à l'heure, est un modèle qui, d'un point de vue énergétique, d'un point de vue des matières premières, d'un point de vue oui, de ce qui est disponible, est un modèle suicidaire parce que cet immédiat permanent fait que nous soyons dans l'incapacité de nous projeter vers l'avenir parce que si une entreprise, si un homme pense à l'avenir, il va sentir qu'il perd immédiatement de la puissance ici et maintenant. Ce modèle-là est un modèle donc d'autodestruction qui est loin d'être le modèle unique et le modèle d'une dispersion, d'une destruction de matières premières, une destruction de cultures, de déterritorialisation très forte. De l'autre côté, le côté organique, pour dire comme ça, est un modèle dans lequel, effectivement, nous pouvons dire que certaines invariantes ordonnent les pratiques des sociétés, les pratiques du vivant, et ces invariantes-là, si nous ne les respectons pas, d'après les credos néolibérales qui dit tout est possible, tout est possible, on vit dans un monde sans limite, et toute limite apparaît comme réactionnaire, fanatique, au nom de quoi on va limiter. Alors il faut bien comprendre, au nom de quoi on va limiter, ça veut dire si j'ai de l'argent, je consomme ce que je veux, je brûle ce que je veux, je m'en fous du monde entier parce qu'après moi le déluge. Donc les limites sont des limites dans ma vie personnelle de consommateur, dans ma vie personnelle de jouir du monde, des choses dont je peux m'acheter, que je peux m'acheter, mais aussi c'est une limite de canalisation de la recherche scientifique. C'est-à-dire la recherche scientifique dit nous devons chercher partout, faire tout ce que nous voulons, sans aucune limite. Et alors, effectivement, nous disons, c'est vrai que la recherche n'a pas à connaître des limites morales ou des limites métaphysiques. Mais peut-être ce qu'on oublie, c'est que d'un point de vue organique, tout organisme a des mécanismes de régulation et d'autolimitation interne qui lui appartient. Et là, il y a la folie et la non-viabilité du monde néolibéral, qui est un monde pour lequel toute limitation l'apparaît comme abusive, comme arbitraire. Or, c'est à nous de participer, de construire ces modèles organiques dans lesquels, au contraire, la force d'un modèle organique, c'est de connaître les mécanismes d'autorégulation, les mécanismes de limitation qui vont protéger cet organisme, pas seulement dans l'ici et maintenant, mais dans l'ensemble auquel il appartient.
de ces invariantes-là, étonnamment, est qu'un organisme sait qu'on ne peut pas avoir toujours plus. Un organisme connaît des mécanismes d'autorégulation dans lesquels la perte est nécessaire à la vie. Alors la perte, ça veut dire des choses tout bêtes, ça veut dire qu'effectivement les individus doivent disparaître pour que l'espèce, pour que la culture, pour que la société existe, n'est-ce pas? La perte veut dire aussi que nous ne pouvons pas prétendre de devenir des hommes modulaires, des hommes augmentés sans limite, bon, etc. La perte, ça veut dire des mécanismes d'autorégulation que seulement à niveau économique et social, des structures coopératives, des structures solidaires qui participent donc de cet autre point de vue par rapport aux vivants, seulement elles peuvent développer. Non pas parce que les autres ne perdent pas, mais la question est que l'irrationnel néolibéral, tout en parlant d'utilitarisme, tout en parlant de rationalité, etc., fonctionne en pure perte. C'est-à-dire que la perte, les sacrifices, la destruction ne sont pas un accident pour le monde de l'individu. La perte, le sacrifice est inhérent à ces modes-là de fonctionnement. Alors, c'est pourquoi, quand nous disons effectivement, il y a deux modèles qui s'opposent aujourd'hui dans le monde, il faut bien comprendre que les modèles alternatifs ne doivent pas être les modèles qui, une fois encore, est piégé dans une sorte de rationalisme moderne dans lequel la gauche et la pensée progressiste est tombée et s'est fondée, qui est cette idée de que face à l'irrationnel économiciste, on va défendre et développer un monde d'une grande rationalité encore plus utilitariste, etc. Pas du tout, pas du tout. Les deux modèles qui s'opposent aujourd'hui ne sont pas, d'une part, les modèles irrationnels de l'individu consommateur comme ça, et de l'autre côté, un modèle rationaliste, ultra-utilitariste, qui produit ce qui est nécessaire pour un homme guidé par sa seule raison. Non, il faut bien comprendre que ce qui s'oppose aujourd'hui est ce monde-là de l'irrationnel néolibéral suicidaire, autodestructeur, et un modèle organique que lui aussi il est capable de comprendre que l'homme n'est pas qu'un être de raison, que la société ne peut pas être un mécanisme bizarre qui fonctionne à la recherche de toujours plus, sinon qu'au contraire les limites sont ce qui protège la vie. Alors ça, c'est un grand changement effectivement dans la résistance au néolibéralisme. Parce que jusqu'il y a très peu de temps, et encore aujourd'hui, on croit que ce qui s'oppose à la folie consumériste est la rationalité totale. Or, le mouvement coopératif, les expériences de solidarité, les expériences de résistance doivent s'organiser d'après un modèle organique complexe que pour les secteurs progressistes de la société sont une nouveauté. Sont une nouveauté parce que le progressisme était pendant très longtemps piégé dans les modèles homme conscient, homme rationnel. Bon, d'un point de vue un peu général, je vais dire pas seulement en Italie, en France, en Argentine, au Brésil, dans les pays que je connais un tout petit peu, nous voyons quand même que parallèlement à la destruction qu'implique la crise économique actuelle, la crise générale actuelle, nous voyons qu'effectivement les lieux dans lesquels existent des expériences coopératives, de type coopératif, dans ces lieux-là, les coopératives et l'entourage, parce que la coopérative, contrairement à l'entreprise néolibérale, ne signifie jamais un point de vente ou un point de production isolé. C'est toujours un lieu avec un entourage. Alors nous voyons dans les pays ou dans les régions, dans les provinces où il y a des expériences coopératives que surnagent, malgré la crise, le lieu où les tissus sociaux autour d'une expérience coopérative existent. Donc ceci effectivement c'est un tout petit peu dans la recherche, toujours on se dit
quand il y a une épidémie, qu'est-ce qu'on fait? On se dit, pour chercher les vaccins, on se dit, mais malgré l'épidémie, qui a survécu? Et alors on cherche celui qui a survécu pour savoir pourquoi il a survécu. C'est absolument une partie du boulot que nous devons faire, une partie du travail que nous devons faire. Nous devons essayer de comprendre pourquoi, dans ces panoramas de désolation assez générales, assez globales justement, pourquoi est-ce qu'il y a des régions dans lesquelles du tissu social, du lien social existe et surnage malgré la crise. Et je crois que ceci est dû à la différence structurelle de la coopérative par rapport aux autres modes de production ou de distribution. La question est que l'économie, comme seul maître à bord pour orienter la distribution et la production, s'avère être une dimension trop fragile, trop unique pour résister à la crise. La macroéconomie globalisée, donc elle est très faible, très fragile face aux changements non prévisibles, trop déterritorialisés et trop autoréférentiels. C'est-à-dire que c'est une dimension unique. Pourquoi est-ce que là où il y a des expériences coopératives, on voit surnager encore la vie sociale? Pourquoi est-ce que ces régions-là ne sont par exemple pas sinistrées? On voit en Inde, en Amérique latine, en Europe, on voit vraiment des expériences dans lesquelles l'effet de l'existence d'expériences coopératives fait qu'on arrive à survivre. Eh bien, dans l'expérience coopérative, de façon souvent irréfléchie, de la part des gens qui font cette expérience-là, qui dirigent cette expérience-là, parfois réfléchis, mais souvent pas assez réfléchis dans tous les cas, il existe un rapport entre la culture, la société, un rapport dans lequel la culture n'est pas dominée par la seule exigence économiciste. Donc on pourrait dire que dans l'expérience coopérative, encore, l'économie est colonisée par la culture. Mais je disais que ceci n'est pas tout à fait évident, y compris pour les gens qui travaillent dans la coopérative. Alors c'est vrai que quand je parlais de notre travail de recherche dans la COP, un peu en Argentine, en Espagne, au Brésil, quand je parlais comme ça ailleurs de l'expérience de recherche en COP, beaucoup de gens qui connaissaient l'Italie et qui connaissaient bien entendu le logo COP et qui avaient acheté à la COP, etc., étaient étonnés parce qu'ils disaient mais pourquoi la COP comme une recherche dans le laboratoire social? Qu'est-ce qu'il y a de plus dans la COP que chez Leclerc ou chez un autre? Et je crois que ça, il faut bien comprendre que ce n'est pas un problème de communication, ce n'est pas que la COP ne communique pas bien, on ne fait pas bien sa publicité. Je pense que est un point faible, un talon d'Achille pour la coopérative et la COP en particulier, qui est le fait que la COP se trouve déchirée, tiraillée entre deux tendances. Une est la tendance majoritaire aujourd'hui dans notre monde qui contamine la COP, qui dit pour survivre, il faut s'adapter à l'immédiateté. Pour survivre, il va falloir que la COP réponde aux besoins et à la demande de cet individu coupé de tout lien et qui dit pour moi tout doit être possible et je dois consommer sans limite, etc. Donc la COP, pour survivre, peut être tentée, et de fait certainement en partie est tentée, d'aller dans ce sens-là, de dire il faut être à flux continu, à flux permanent, il faut répondre à cette demande de l'immédiat. Mais, force est de reconnaître que dans la COP, comme dans l'ensemble des mouvements coopératifs, de façon, comme je dis, contradictoire, il existe encore ou déjà les autres dimensions qui sont justement les dimensions qui font que la COP puisse survivre. Donc je pense qu'il est très très important de pouvoir étudier et comprendre, et c'est quand même une des raisons de la recherche dans les groupes COP. C'est une des raisons dans lesquelles on s'est dit, cette recherche-là, qui pour le dire très clairement, articule résistance et solidarité avec une compréhension de la complexité, cette recherche-là
tous les mouvements coopératifs à niveau international ont besoin de ce niveau de compréhension-là. On est en manque de ce niveau de compréhension-là, c'est-à-dire que les coopératives naissent presque organiquement, naturellement, émergent comme des modes de survie, comme des modes de dépasser la crise, comme des modes de solidarité. Mais il manque aujourd'hui le temps, peut-être la volonté aussi, de développer une recherche qui montre exactement ce qui donne cette puissance à la COP et qui est une puissance beaucoup plus grande que les marchés néolibéraux de la macroéconomie. C'est pourquoi nous disons il faut comprendre d'une part quels sont les points, les invariantes, les modes de fonctionnement, la structure, qu'est-ce qui est dans la structure COP, dans l'ADN COP pour le dire dans une métaphore, qu'est-ce qui est dans l'ADN COP, dans la structure COP existe qui lui permet d'avoir cette force-là. Mais non pas simplement, la recherche n'a pas comme objectif de chercher quelque chose qui existerait et qui serait là et qu'on ne voit pas. La recherche est effectivement chercher quelque chose qui est là, de façon diffuse, subtile, qui est du côté des liens organiques qui dans notre société sont de plus en plus écrasés, mais la recherche aussi fait partie de la production de ces lieux organiques de résistance. Donc la recherche COP est d'abord une sorte de travail pour la COP et pour l'ensemble du monde coopératif, c'est-à-dire il est urgent aujourd'hui de comprendre quels sont les mécanismes qui résistent et qui pas seulement résistent dans le sens de ne pas disparaître, mais qui participent à la production de cet autre modèle non néolibéral. Il est très important de comprendre ça. Et d'autre part, effectivement, cette compréhension est active dans le sens auquel plus on comprend quels sont les liens, les invariantes, les éléments structuraux qui résistent, plus on les développe. Quand nous disons que dans l'expérience de type coopérative, il existe des éléments structurels concrets qui lui donnent sa force et que nous devons donc comprendre quels sont, les développer, etc. Un des éléments centraux est effectivement l'effet de la territorialisation de la distribution et l'articulation avec une production aussi territorialisée. Ça veut dire quoi territorialiser? Territorialiser, ça veut dire ce qui s'oppose à l'abstraction globalisante. Dans le monde néolibéral de l'individu connecté en permanence, de la communication permanente, il y a une destruction nécessairement, inévitablement, il y a une destruction de la vie en tant que vie toujours dans un territoire, dans un lieu. La vie, ce n'est pas quelque chose qui existe partout et n'importe où, comme un tout petit peu l'illusion Internet. Je suis partout, donc nulle part, n'est-ce pas? La vie est quelque chose qui existe toujours sous des conditions très concrètes, dans des territoires très concrets, dans des écosystèmes, dans des cultures qui font qu'on désire ça et pas ça, n'est-ce pas? Alors donc, effectivement, une des forces d'un organisme comme la COP réside dans le fait d'être territorialisé, c'est-à-dire de répondre à l'histoire, à la réalité, au devenir des gens d'un territoire. Si la COP tombe toujours dans la tentation de s'adapter pour survivre, comme on dit, donc la tentation de la flexibilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout à coup, dans un territoire, la production, les modes de consommation, les modes de vie exigent telle chose, X. Mais à niveau mondial, on se rend compte que pour gagner plus de fric, pour faire plus de bénéfices, on doit produire tout à fait autre chose. Donc comment ça se passe au quotidien, hein, c'est banal à mourir. Eh bien, comme on est dans la communication permanente, on apprend qu'en Chine, au Mexique, peu importe, on produit telle chose qui donne plus d'argent. Donc, on écrase la production et la distribution territorialisée, singularisée, on écrase ça et on se met à investir dans ce qui, à niveau globalisé, donne plus d'argent. Eh bien, cette tendance-là, qui est la tendance suicidaire, de destruction de l'immédiat,
est celle qui s'oppose à la territorialisation dans laquelle la pensée locale, établit un rapport avec la globalité, mais un rapport dans lequel elle ne se fond pas dans cette globalité-là. Elle tient compte, il y a une interface forcément, mais effectivement, une des forces de la COP est de fonctionner en répondant aux besoins et à la singularité de chaque territoire concret. L'homme déterritorialisé, la société de la flexibilité dans laquelle quelqu'un peut partir ici pour travailler là-bas, etc., cette société, je répète, ce n'est pas simplement une société alternative à la société organique et territorialisée, est une destruction inévitable. Donc, si nous pouvons dire, mais pour comprendre la force de la COP, pour comprendre pourquoi est-ce que la COP vraiment est porteuse de quelque chose d'alternative et de résistant, eh bien, un des points fondamentaux est que la COP doit être et se penser territorialisée. À la fois, c'est un peu compliqué parce que c'est contre-intuitif de dire pas seulement il ne faut pas suivre le flot comme ça permanent de l'immédiateté néolibérale, mais qui plus est, il existe un autre modèle qui est le modèle organique qui est beaucoup plus fort. C'est difficile à voir parce qu'effectivement, d'un point de vue d'efficacité, mais efficacité cette fois-ci guerrière, c'est vrai que les entreprises néolibérales écrasent tout territoire, produisent beaucoup d'argent, etc. Donc il est compliqué, c'est contre-intuitif de dire, face à cette force brutale, il y a quelque chose qui est vraiment fort et qui vraiment peut résister à la destruction. Alors il faut comprendre un tout petit peu que le modèle que nous disons organique, territorialisé, les modèles que nous disons être le modèle d'une institution comme la COP, a des points qui sont absolument contraires au modèle néolibéral. Par exemple, si nous disons qu'il y a un organisme, contrairement à la sérialité comme ça, dans laquelle la société n'existe pas, il n'y a que des individus, on s'en fout de ce qu'on produit parce que l'important c'est les bénéfices qu'on fait. Bon. Si on dit qu'un organisme est différent, c'est parce que dans un organisme, chaque partie de l'organisme fonctionne pour et par l'autre. C'est-à-dire que c'est un ensemble dynamique, vivant. Alors, mettons un exemple concret. Si nous imaginons un point de vente COP concret, qui pas seulement ne fait pas de bénéfices, mais même peut-être il fonctionne en perte. Eh bien, la immédiateté néolibérale dirait, mais écoutez, là il faut absolument ipso facto fermer ces points de vente-là, parce que c'est un boulet, ça nous fait couler, il faut les fermer, il faut virer les gens et garder les points de vente vraiment performants. D'un point de vue organique, ceci est un suicide, parce que la force d'une distribution ou d'un travail coopératif consiste justement à ne pas se tromper sur la structure organique et complète du système. Donc peut-être un point de vente qui ne fonctionne pas bien d'un point de vue bénéfice est fondamental pour que l'ensemble de l'organisme existe. C'est-à-dire que si nous commençons à fermer des points de vente avec des considérations immédiates, justement par ignorance des modes de fonctionnement coopératif, on met en danger l'ensemble des systèmes. Il faut bien comprendre quand même que dans un fonctionnement complexe, dans un fonctionnement territorialisé, nous sommes dans un type de pensée, un type de logique dans laquelle les causes et les effets ne sont pas symétriques. C'est-à-dire qu'à telle cause, il n'y a pas le même effet. Par exemple, pour le dire plus clairement, une toute petite cause peut avoir des effets énormes et des causes très grandes peuvent ne pas avoir trop d'effets. Ça veut dire quoi? Pour revenir à l'exemple d'un point de vente qui ne fait pas de bénéfices, eh bien, éliminer un point de vente qui ne fait pas de bénéfices signifie tout à coup que la COP se laisse contaminer, comme un organisme qui se laisse contaminer par un fonctionnement qui lui est morbide. Alors,
fermer un petit point de vente, on dit bon mais on ferme ces petits points de vente, on va faire des bénéfices. Eh bien, ces bénéfices qui est capturé dans la vision unidimensionnelle de l'immédiat met en danger l'organisme. Dans un organisme, l'évaluation du fonctionnement est une évaluation qui doit tenir en compte quelque chose qu'on a du mal à comprendre. C'est pourquoi la recherche est nécessaire, inévitable, si on veut développer ce mode de résistance, de sociabilité, d'association. Parce que, effectivement, dans un organisme, nous devons être capables de ne pas se tromper dans l'évaluation de ce qui est important et ce qui n'est pas important. Les liens qualitatifs, hiérarchisés, organisés, bien entendu, ne sont pas tous évaluables quantitativement. Et il faut savoir que nous vivons dans une époque dans laquelle il est très difficile de modéliser, d'avoir des grilles d'évaluation qualitatives. On ne sait pas bien évaluer des formes. Donc qu'est-ce qu'on fait? Notre époque est tombée dans la folie, dans laquelle, comme on ne sait pas trop évaluer des formes, on n'évalue que des quantités. Or, plus on n'évalue que des quantités, plus ces quantités sont abstraites par rapport à ce qu'on évalue. Et cette abstraction conduit à la destruction de ce qu'on évalue. Alors, effectivement, nous ne pouvons pas idéaliser la COP et dire la COP a des modes d'évaluation qui permettent d'évaluer des formes plus complexes, moins quantitatives. Non, la vérité c'est que la COP fonctionne comme ça, a cette tendance-là à respecter des liens plus subtils, plus contre-intuitifs, moins immédiats. La COP a cette tendance de fonctionnement, elle la doit à son histoire, parce que la COP elle vient d'une histoire dans laquelle les mondes n'étaient pas saucissonnés comme ça par la macroéconomie, mais c'est là où la recherche est vitale. Comme nous n'avons pas les modèles qui nous permettent de comprendre ce que nous devons protéger, nous n'avons pas exactement la cartographie qui nous permet de savoir où sont les points de force, où sont les points de faiblesse. La macroéconomie apparaît comme la seule issue possible. Nous voyons bien les hommes politiques, les chefs d'entreprise dire il faut être réaliste quand même, il faut arrêter de rêver, il y a la macroéconomie. Donc la macroéconomie apparaît comme la seule logique rationnelle possible, et tout le reste paraît être des produits de doux rêveurs, ou des has-been, ou des gens qui mettent en danger même le pays ou la région. La vérité c'est que la macroéconomie, loin d'être très rationnelle avec son discours utilitariste, des choses utiles, des choses qui servent, etc., à vrai dire, la macroéconomie et la production et la distribution orientée par la macroéconomie relèvent d'un irrationnel total, d'un irrationnel total. Pourquoi? Parce que ce rationnel-là est un rationnel qui tient compte d'une seule dimension de la complexité d'un fonctionnement du monde et de la société. Donc, si le monde, effectivement, si le monde était un monde séparé de toute réalité objective matérielle, si le monde était ce monde autoréférentiel de la macroéconomie, effectivement, alors là, rien à dire, la macroéconomie est très intéressante, très rationnelle, etc. Mais le problème, c'est que la macroéconomie est un processus qui s'est détaché du réel et qui a pas seulement abandonné tout lien avec la culture, la vie, etc., mais qui plus est colonise la culture et la vie en la faisant suivre son but. Le but de la macroéconomie devient irrationnel quand nous le mettons en rapport avec la vie. Ça, c'est quelque chose que toute personne peut constater ça. C'est-à-dire, nous savons qu'il y a un hôpital, il y a un médecin, il y a un malade, mais le malade ne sera pas soigné. Pourquoi? Eh bien, parce que les dieux macroéconomiques, donc quelque chose qui ne rentre pas dans le dispositif de soins,
ont décidé que les conditions n'étaient pas données, c'est-à-dire que la personne, par exemple, n'avait pas l'argent, on n'était pas à la sécurité sociale, etc. Donc nous voyons bien comment, en permanence, la macroéconomie comme un processus métaphysique éloigné du réel colonise la vie. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quelle est la difficulté qui rend la macroéconomie et le néolibéralisme quantitatif irrationnel? Alors, c'est un exemple qui vient de la biologie, c'est un exemple quand même que moi ça m'a beaucoup amusé quand je l'étudiais en biologie, pour comprendre ce qui n'est pas représentable, ce qui n'est pas évaluable quantitativement. Il s'avère qu'un jour, un groupe de chercheurs en éthologie, en comportement animal, ils ont dit, d'un point de vue de l'évaluation de la dépense d'énergie, étudions le comportement des chiens quand ils vont se coucher. Voilà, c'est une étude très partielle, très particulière. Alors ils ont vu que dans le monde entier, c'est assez globalisé, tous les chiens du monde entier, avant de se coucher, donnent 3, 4, 5, 10 tours autour de la couche. Et jamais les chiens se couchent directement. Donc cette équipe-là, il a dit, eh bien, nous comprenons que les chiens mangent, ils mangent. On comprend que les chiens défèquent, ils défèquent. Que les chiens se reproduisent, ils se reproduisent. Qu'ils se couchent pour dormir, ils se couchent pour dormir. Donc on dissèque les fonctionnements, on les modélise de façon représentable et reproductible. Et dans cette modélisation, on dit les 10 tours du chien avant de se coucher, ça correspond à aucun besoin. Donc, effectivement, dans une pensée quantitative, on dit ce qui ne répond à aucun besoin, c'est qu'on ne peut pas mettre dans une grille reproductible parce qu'on ne sait pas à quoi ça sert, eh bien ça, on va l'éliminer. Ils sont éliminés, ils ont dressé les chiens pour qu'ils se couchent directement en arrivant à la niche. Et les résultats étaient moins drôles parce qu'il y a eu une petite chienne qui est morte, il y en a un qui est venu enracher, l'autre qui s'est payé une dépression, etc. Donc, bref, je ne me souviens pas exactement combien de temps, un mois ou 2 mois après, mais en temps très court, tous les chiens étaient malades. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cet exemple-là? Eh bien, cet exemple-là veut dire que la vie, dans le sens de la vie culturelle, de la vie biologique, de la vie sociale, obéit à des lois qui ne sont pas toutes représentables et évaluables quantitativement en termes d'utilité linéaire. Il y a d'autres niveaux d'efficacité qui ne sont pas linéaires, qui sont paradoxaux, qui sont telluriques et qui ne sont pas immédiatement montrables. C'est là où réside la faiblesse irrationnelle de la macroéconomie. La macroéconomie n'est pas capable, dans sa modélisation du monde, de tenir compte des mécanismes complexes et subtils qui ne correspondent pas à ce que dans cette modélisation-là apparaît comme utile, comme nécessaire, comme menant à augmenter par exemple les profits. Alors effectivement, l'exemple des chiens, malheureusement, très malheureusement, n'est pas un exemple éloigné de la vérité, de la réalité. La culture, les fonctionnements des hommes, la façon de consommer des hommes, ce qui dans une société est important ou pas important, correspond là aussi à des mécanismes beaucoup plus subtils, beaucoup moins immédiats et qui, d'un point de vue macroéconomique, sont contre-intuitifs. C'est là où réside la résistance du mouvement coopératif, parce que le mouvement coopératif peut se permettre ce qui apparaît comme un luxe, qui est de faire un pas de côté par rapport à cette immédiateté unidimensionnelle qui éclipse les liens et les processus plus subtils. Nous connaissons ce qu'on pourrait appeler effectivement les modèles macroéconomiques néolibéraux. Ces modèles-là, ils fonctionnent avec des lois qui lui sont propres et qui consistent inévitablement dans une recherche obligée d'un profit maximal. Cette recherche d'un profit maximal opère des choses, a des conséquences, par exemple, comme celui qui produit perd, n'est-ce pas? C'est-à-dire que même par rapport au capitalisme classique, le néolibéralisme est un passage vers le vide
parce que pour le néolibéralisme, pour la macroéconomie, celui qui a de l'argent ne doit pas s'arrêter à produire quelque chose, il doit essayer de jouer à la finance avec son argent pour augmenter son argent. Et donc ce modèle-là est un modèle qui est critiqué, y compris par les grands chefs d'entreprise, par les économistes néolibéraux, qui n'arrêtent pas de dire on n'arrive pas à les maîtriser, il ne faut pas intervenir, mais d'ailleurs ils ne peuvent pas intervenir non plus. Donc ce modèle-là est un modèle de capture de l'ensemble du vivant dans cette logique qui est dit par les économistes et grands chefs d'entreprise néolibérales n'est pas maîtrisable. L'interface entre la vie tout court et la macroéconomie n'existe presque plus, ou est une interface guerrière dans laquelle s'écrase. Alors donc, de ce point de vue-là, nous disons, mais de l'autre côté, du côté coopératif et dans l'exemple de la COP, qu'est-ce qui existe? Ce qui existe, c'est pour le moment quelque chose qui reste de l'histoire et qui a la forme peut-être parfois d'une grande tolérance à des fonctionnements non pliés, non capturés par la macroéconomie. Mais ces fonctionnements-là, pour pas mal de gens, y compris dans la COP, qui est ça le problème, ou par des associés de la COP, ou pour même public plus large, peuvent apparaître comme des trucs sympathiques, des trucs folkloriques. On dit tiens, la COP c'est sympa, c'est plus sympa qu'à l'éclair, que dans un autre supermarché. C'est plus sympa parce qu'il y a des trucs folkloriques, il y a des trucs plus humains. On dit des choses comme ça. Le problème et notre défi est que ces trucs-là qui apparaissent comme folkloriques, comme sympathiques, comme en plus, on puisse les modéliser et les comprendre comme les points de force de la COP. Parce que si nous ne les comprenons pas comme points force de la COP, on risque par exemple, par la contamination néolibérale financière, de les écraser. C'est-à-dire que si le mouvement coopératif a des comportements de solidarité, a des comportements de mettre en cause les profits par rapport à un mode de consommation plus responsable, etc. Bon, je sais pas, tout ce qui peut être les comportements COP est considéré comme sympathique et folklorique ou historique, eh bien, dans la contamination néolibérale, c'est les premières choses qui vont sauter pour survivre. Ces points-là sont les points de défi fondamental. Dans notre recherche de toute une année avec la Scuola COP, avec l'équipe laboratoire social à la Scuola COP, nous sommes arrivés à comprendre qu'il existe effectivement des fonctionnements complexes, subtils, non immédiatement représentables et non évaluables quantitativement. On est arrivé à comprendre ça et à comprendre que tous ces mécanismes organiques de la COP existaient. C'est vrai, et ça fait sa force et sa différence. Ce que nous ne sommes pas arrivés à faire, et ce qui est le boulot vraiment, c'est de modéliser ça de façon claire et nette, opposer les modèles organiques forts aux modèles affaiblissants de la macroéconomie. Alors, effectivement, dire que les modèles organiques il est plus fort implique quelque chose que, pour le moment, nous ne savons faire. Pourquoi? Eh bien parce que nous avons du mal à évaluer toutes ces autres dimensions qui font la force de la COP. Or, il faut comprendre que l'évaluation d'un fonctionnement n'est pas simplement l'évaluation de quelque chose qui existe. L'évaluation est toujours performative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand j'évalue quelque chose, mon mode d'évaluation de la chose va à former la chose, va à tailler la chose, va à sculpter la chose. Donc, le mode d'évaluation est un mode de production de l'objet évalué. Ça, on a du mal à le comprendre, et pourtant, c'est urgent de comprendre que quand j'évalue quelque chose, je formate la chose. C'est pourquoi le fait de ne pas avoir pour le moment une grille organique d'évaluation du travail coopératif
est une faiblesse, c'est un vrai talon d'Achille. Parce que comme on n'a pas cette grille d'évaluation, on a du mal à formater et à développer les points coopératifs. Et plus nous manquons de cette grille d'évaluation alternative, plus on est tenté d'utiliser la grille d'évaluation néolibérale. La grille d'évaluation néolibérale, invariablement, va formater, va sculpter l'activité COP dans les termes néolibéraux. Donc finalement, d'un côté, il y a l'évidence de ces mondes globalisés, déterritorialisés, ces mondes qui effectivement mettent en danger la vie dans toutes ses dimensions. Mais de l'autre côté, nous n'avons pas, comme on disait, ni un modèle, ni les savoirs suffisants pour opposer à ces modes et mondes de la destruction, opposer quelque chose qui puisse créer un rapport de force. Donc sans rapport de force, sans que les modèles alternatifs deviennent aussi production d'un monde alternatif, la destruction ne pourra pas être arrêtée parce qu'il a la force de l'immédiateté, de l'évidence. Alors il est vrai que du côté alternatif, du côté coopératif, dans ces cas-là, nous sommes obligés à relever un défi qui est le défi de la production des savoirs nécessaires pour ces modèles-là et ces pratiques-là. C'est pourquoi aujourd'hui l'alternative n'est pas une terre ferme, n'est pas un continent qui s'oppose à l'autre continent. Aujourd'hui, l'alternative doit se coltiner avec une fragilité extrême, mais fragilité ne veut pas dire faiblesse. Fragilité, ça veut dire une certaine subtilité dans laquelle la force ne suffit pas. Eh bien, une fragilité extrême parce qu'aujourd'hui, résister, protéger la vie, développer la vie, ne signifie pas obéir, donc pas à A, mais obéir à B, signifie ne pas obéir à A, certainement, mais développer de façon horizontale, territorialisée, localisée, les savoirs nécessaires pour cette résistance-là. C'est pourquoi, paradoxalement, aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui a connu beaucoup de luttes de résistance, des guerres de tout type, des affrontements. Et paradoxalement, aujourd'hui, les plus importants passent par cette consigne qui dirait résister, c'est créer. Résister plus que s'opposer aujourd'hui, s'opposer c'est inévitable, mais plus que s'opposer aujourd'hui, la résistance à ce monde-là passe par la création des savoirs et des pratiques nouvelles qui permettent de façon territorialisée protéger et développer la vie. C'est pourquoi nous, dans la Scuola Coop, avec ce laboratoire social qu'on a fait, il ne s'est pas agi des leçons que quelqu'un pouvait donner. Il n'y a pas de docteur S résistance. Il s'agit vraiment d'une recherche et nous savons que ceci implique, quand même, ça implique à toucher un point très gênant en général parce que les hommes et les femmes sont prêts à risquer parfois leur vie dans l'incertitude, mais ils ont beaucoup du mal à bouger dans l'incertitude. Or, aujourd'hui, on ne peut pas remplacer la fin de la promesse ou l'évidence néolibérale par une autre certitude. Aujourd'hui, il faut se coltiner avec un certain non-savoir et un agir empirique qui essaye, dans la façon essai-erreur, de produire ces lieux, ces savoirs et ces pratiques. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'au milieu d'un monde dans lequel le quotidien des gens, avec la menace, les gens souffrent effectivement de cette sensation, ce vécu d'impuissance. On se sent impuissant face à ces rouleaux compresseurs qui arrivent, qui détruisent tout. On se sent impuissant face à ces rouleaux compresseurs qui fait que tout à coup on va être délocalisé, au chômage, contaminé, etc. On se sent impuissant. Eh bien, face à cette impuissance, si on peut dire comme ça, la bonne nouvelle, c'est que
l'instrument de résistance existe. Ce sont toutes ces formations organiques dont la COP fait partie, hein, c'est une partie. Et ces formations organiques qui effectivement protègent la vie, s'organisent d'une façon plus complexe, se structurent des formes de ne pas tomber dans les pièges de l'immédiat. Donc ces dispositifs, ces réalités existent. Ça, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, ou un peu plus, disons, nuancée, est que si bien ça existe, comme on disait tout à l'heure, d'abord, il faut les comprendre, et ne pas les voir simplement comme des îlots qui encore résistent mais qui sont appelés à disparaître. Il faut comprendre ce qui est efficace, ce qui est concret, ce qui fonctionne dans ces mécanismes-là, et il faut les développer. On pourrait dire alors, c'est dans ce monde coopératif dont la COP fait partie, il existe un germe, quelque chose de nouveau, quelque chose d'organique, quelque chose qui va résister, qui peut résister à la crise, qui peut donc être des bases pour un socle social nouveau, des liens. On pourrait dire donc que le mouvement coopératif, les exemples comme la COP, pourraient être un exemple de comment l'économie monde devrait être. Et là, on se tromperait. Parce qu'il faut bien penser les choses étape par étape de façon concrète. Pour le moment, les mouvements coopératifs doivent avoir comme objectif produire les savoirs et les pratiques qui mènent à un modèle, ça on l'a dit, mais doivent avoir comme objectif de construire une interface avec la macroéconomie, une interface dans laquelle aucun de deux a comme vocation se faire avaler par l'autre. Ni les mouvements coopératifs se faire avaler par la macroéconomie, ni effectivement le mouvement coopératif aurait comme mission ou comme destin d'un jour coloniser la macroéconomie. C'est vrai que historiquement nous devons recoloniser l'économie, que la culture recolonise l'économie. Mais ceci ne veut pas dire que les mouvements coopératifs pourraient être un modèle extrapolable qui peut devenir tout à coup une globalité qui peut s'opposer à l'autre globalité. Là, vraiment, on aurait tort pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que les expériences alternatives, y compris la COP avec ses millions d'associés, etc., connaissent tous une autorégulation qui est aussi une autolimitation. Si on dépasse certains niveaux de développement d'une coopérative, la coopérative explose en vol. Explose en vol, ça ne veut pas dire qu'elle va fermer, mais elle va devenir autre chose. C'est-à-dire que si une coopérative ne respecte pas une de ces invariantes organiques, qui est donc la autolimitation de son développement quantitatif, eh bien, ça c'est contre-intuitif parce que pour l'économie des marchés néolibérale, au contraire, il faut grandir et grandir et grandir. Justement, le mouvement coopératif doit bien étudier et bien connaître quelles sont ses limites structurelles au-delà desquelles on dépasse une masse critique et c'est grandir devient c'est trahir dans son essence ou disparaître. Donc les expériences alternatives nous disent quelque chose de très clair par rapport à cette autorégulation et autolimitation. Nous disent que l'alternative ne sera certainement pas une globalité bonne contre la globalité méchante. L'alternative sera le développement horizontal et en réseau d'une myriade d'expériences, d'une multiplicité d'expériences alternatives pour lesquelles la multiplicité démocratique est un besoin interne. C'est-à-dire que pour les mouvements coopératifs, l'autre coopérative, contrairement à la tendance néolibérale, l'autre coopérative est absolument nécessaire. Les autres coopératives. C'est pourquoi il faut bien comprendre que la multiplicité horizontale est un besoin. Alors, effectivement, ce développement de multiplicité horizontale, des modes de résistance qui ne peuvent pas devenir un modèle global, etc., exige aujourd'hui qu'on ait le courage, parce qu'il s'agit du courage, de savoir que face à cette destruction de la vie, personne n'a la solution
ou bien tout le monde a la solution dans la mesure où on arrête de regarder, fasciner cette destruction et on comprenne que ces embryons coopératifs, solidaires qui existent sont des lieux dans lesquels nous sommes convoqués, c'est notre défi, à développer ces alternatives-là. Si une partie, ce n'est pas nécessaire que ce soit tout le monde, si une partie de la société peut développer ces mouvements alternatifs-là, effectivement, on pourrait dire, non pas qu'on aurait trouvé la solution à tous les problèmes du monde, mais comme à chaque époque ses défis, il y a à chaque époque son courage, il y a à chaque époque les formes d'agir, eh bien on pourra dire que les développements multiples, horizontaux de ces expériences alternatives auront été la résistance-création à la hauteur de l'époque que nous vivons.